Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici cette introduction à l'antibiothérapie et également un peu aux maladies infectieuses. Elle survient de façon illogique puisque vous avez déjà eu plusieurs leçons consacrées à des syndromes cliniques bien particuliers. Ça correspond au fait que classiquement c'est Frédéric Fripia qui donnait ces 3 ou 4 leçons qui vont suivre et qu'il préférait le faire à ce moment de l'année. De toute façon, il ne les donnera pas puisqu'il est, comme je vous l'ai dit, il est en mission à la VIC pour aider la communauté Wallonie-Bruxelles à orchestrer les différentes mesures de prévention du Covid. Donc c'est un diaporama qui est très très largement inspiré du sien, que vous avez peut-être eu des années précédentes, que j'ai malgré tout essayé de résumer en attirant votre attention sur les choses les plus importantes. Je dirais en préambule qu'une des constatations qu'on fait souvent dans les examens oraux, soit celui de cette année ou celui au lit du malade, aux examens de compétences, c'est le peu de connaissances que vous avez des classes d'antibiotiques. Et donc, paradoxalement, puisque malgré tout vous en entendez parler en microbiologie, en pharmacologie, dans les différents cours de spécialité et dans ce cours-ci, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez tant de difficultés à les retenir. Donc j'insiste vraiment pour que, si on considère les antibiotiques les plus largement prescrits, vous puissiez dire à quelle classe ils appartiennent, quelles sont leurs grandes indications, quels sont leurs grands inconvénients, leurs avantages, etc. On ne se focalise évidemment pas à ce stade-ci sur les doses. Donc voici la table des matières qui n'est plus déjà très structurée. J'ai changé pas mal de choses. Euh, donc on va la changer en temps réel. Donc, on va d'abord parler des définitions de base en infectiologie. On va insister sur le fait que les antibiotiques sont des armes extrêmement précieuses dont on ne peut pas se passer et qu'on est pourtant en train de gaspiller d'une certaine façon. On va parler des grandes classes d'antibiotiques et des principes de l'antibiothérapie. Et tout ça sera redéfini dans les cours suivants. Alors en préambule, mais ça aussi, je crois que je l'avais dit dans le tout premier cours, les maladies infectieuses continuent à représenter une cause importante de mortalité, surtout dans les pays pauvres, mais malgré tout, elles se classent pas si mal que ça dans les pays riches, hein. Vous avez ici notamment les infections des voies respiratoires supérieures. Par contre, clairement, dans les pays pauvres, elles restent un problème très important. Bien évidemment, l'actualité, je dirais, vous rend plus conscient et rend le grand public plus conscient que tout peut arriver, des choses qu'on pensait ne pas pouvoir arriver chez nous arrivent malgré tout. Et donc, on n'aura jamais de certitude que les maladies infectieuses ne sont plus un problème pour nous, bien évidemment. Alors là, on a représenté, j'ai ajouté cette dia assez récente, c'est une dia qui représente le lien entre euh, ce qu'on appelle les années de vie en bonne santé perdues, hein. Donc ce sont c'est un nombre de vies perdues ajusté selon euh, le handicap que les maladies peuvent occasionner. Pour les maladies infectieuses en rouge, pour les maladies non infectieuses en bleu et en fonction du revenu des pays. Euh, et comme vous pouvez le voir, si on considère les maladies non infectieuses, je dirais que la courbe est relativement plate. Par contre, si on considère les maladies infectieuses, il y a vraiment une relation très très nette avec le niveau de vie du pays ou des pays comme la République centrafricaine ou la RDC, etc., sont des pays particulièrement touchés par ces maladies. Il y a d'une part la pauvreté, mais également l'instabilité politique, la désorganisation des systèmes de santé qui vont amplifier la mortalité des maladies infectieuses. Et ça, on le voit aussi avec le Covid, hein. Alors, dans les définitions de base,
sachez ce qu'est une infection. Une infection, c'est réellement, bien évidemment, lié à la prolifération d'un microbe au sein d'un être vivant, les humains, mais aussi les animaux, éventuellement les animaux domestiques ou les animaux d'élevage, ou d'autres animaux multicellulaires pour ceux qui sont des zoologues. Mais on sous-entend que cette prolifération provoque un dommage, une rupture d'homéostasie, soit directe, parce que l'agent infectieux provoque directement des dégâts tissulaires, soit à cause de la réponse inflammatoire, qu'elle soit innée ou adaptative, hein, les deux peuvent exister, soit les deux, hein. Donc bien évidemment, il y a souvent un mix d'une atteinte directe par le pathogène et puis de phénomènes inflammatoires. Et tout ça doit se traduire par des symptômes, des anomalies biologiques, etc. Alors évidemment, et ça peut paraître trivial, mais très souvent, ça peut, une confusion de ces données peut être la cause d'une mauvaise prescription d'antibiotiques. Ne pas confondre avec une colonisation. Si par exemple vous avez un patient qui a une sonde urinaire qui ne se plaint strictement de rien, et si vous mettez en évidence au niveau de ses urines une bactérie en grande quantité, mais que le patient n'a pas de fièvre, pas de globules blancs, etc., c'est une colonisation, ça ne correspond pas à une infection. Alors, a fortiori, si on va regarder ce qui se passe au niveau du tube digestif, donc ne pas confondre colonisation et infection. On a un peu parlé de ça avec le Clostridium difficile, hein. Une partie des gens a du Clostridium difficile dans l'intestin sans nécessairement, heureusement, avoir de colite pseudomembraneuse. Ne pas confondre avec une intoxication, hein. Certaines toxines microbiennes, comme on l'a vu notamment avec des toxines de staphylocoque doré, peuvent donner des tableaux abdominaux très spectaculaires, ne sont pas des infections sensu stricto. L'implication ici, c'est que les antibiotiques ne vont servir à rien puisque le problème, c'est une toxine, ce n'est pas un microbe qui prolifère. On verra aussi des phénomènes qui sont purement post-infectieux, qui sont aussi réactionnels. Donc là, l'infection est terminée, on a des phénomènes plutôt de type immunopathologique qui entrent en jeu, et dans ce cas-là aussi, l'utilité des antibiotiques sera le plus souvent nulle. Et enfin, un autre cas de figure qui est la contamination tout à fait artefactuelle. Si on prélève des hémocultures, une hémoculture, et qu'on tombe sur des germes dont vous n'avez jamais entendu parler, qui sont des staphylocoques de la peau non pathogènes, il y a fort à parier que ce microbe n'était pas dans le sang au moment où le prélèvement a été réalisé, mais qu'il a contaminé a posteriori le matériel d'hémoculture, soit à partir de la peau du patient ou de la peau de la personne qui a réalisé le prélèvement. Évidemment, il ne faudra pas mettre en place des antibiotiques pour ce genre de choses. Donc, sachez ce qu'est une infection. Les antibiotiques, vous le savez, ce sont des substances le plus souvent d'origine microbienne elle-même, hein, mais qui peuvent être semi-synthétiques, voire totalement synthétiques, mais construites sur un mode reproduisant une molécule qui à la base était une molécule fabriquée par les micro-organismes pour s'assurer sa place au soleil. Alors les antibiotiques, ce sont des substances qui vont soit tuer les bactéries, soit plutôt inhiber leur croissance sans les tuer. Alors bon, la distinction dans certains cas est un petit peu artificielle, hein, tout étant une affaire de dose. Enfin, compte tenu du fait qu'elle est classique, je vous demande quand même, mais ce n'est pas très compliqué, de retenir ce qu'on entend par antibiotique bactériostatique. C'est un antibiotique qui va, en tout cas, être incapable d'éradiquer à lui seul la présence d'une bactérie dans un tissu. Elle va empêcher la prolifération, donc améliorer les symptômes du patient, mais il faudra que le coup final soit porté généralement par le système immunitaire ou par un autre antibiotique ajouté en synergie. Alors il y a différentes façons de bloquer la croissance microbienne, soit en inhibant la synthèse des protéines, la réplication de l'ADN ou le métabolisme. Généralement, quand on utilise un agent bactériostatique à forte concentration, il devient bactéricide, d'où le côté un petit peu artificiel de cette distinction.
Donc les antibiotiques bactéricides, eux, sont capables de tuer les bactéries par eux-mêmes. Euh, et alors, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, pour éradiquer une bactérie avec un antibiotique bactériostatique, on doit compter absolument sur la réponse du système immunitaire. Et donc, si, à contrario, si vous soignez un patient immunodéficient, il est intéressant d'inclure un antibiotique qui, par lui-même, est capable d'éradiquer totalement la bactérie pour ne pas avoir de récidive, plutôt de rechute. Alors voici, bon, je ne demande pas de retenir tout ça, c'est simplement euh, peut-être juste les antituberculeux dont je viens de parler, notamment les thambutol, euh, sont des antibiotiques, ou les cyclocérines sont des antibiotiques qui sont par définition bactériostatiques et non pas bactéricides, alors que les bêta-lactam et les quinolones, qui sont ceux que vous utiliserez probablement le plus dans votre vie professionnelle, sont des antibiotiques qu'on peut considérer bactéricides parce que pour les bêta-lactam, en allant bloquer la synthèse de la paroi, ils vont aboutir à la mort de la bactérie. Les fluoroquinolones elles-mêmes agissent sur l'ADN bactérien et sont aussi bactéricides. La fièvre, donc on peut en parler énormément, notamment dans toutes les techniques de mesure. J'ai résumé pas mal le diaporama de mon ami Frédéric Fripia. Donc la fièvre, c'est une hyperthermie. Hein. Toutes les hyperthermies ne sont pas des fièvres. C'est réellement une hyperthermie qui est liée à la modification du thermostat hypothalamique par des substances d'origine infectieuse ou inflammatoire, ou les deux. Ou traumatique. Hein, mais enfin, donc dans toute une série de situations infectieuses, inflammatoires, dégâts tissulaires, ischémie, nécrose, etc., vous allez avoir la libération de substances qui vont provoquer, notamment de cytokines, qui vont provoquer cette modification du thermostat hypothalamique avec la fièvre. Bien évidemment, toutes les hyperthermies ne sont pas de la fièvre. Hein. Si vous avez un coup de chaleur parce que vous avez marché dans le désert sans eau, on ne peut classiquement pas appeler ça de la fièvre. Certaines maladies du système nerveux central peuvent également donner de l'hyperthermie sans qu'il s'agisse de fièvre au sens strict du terme. Et bien évidemment, toutes les fièvres ne sont pas infectieuses. Vous avez ici toute une série de causes de fièvre. Et bien évidemment, il faut considérer ici la durée des symptômes. Si vous avez un patient qui a une fièvre depuis 3 jours, il est évident que la première chose à laquelle il faut penser, c'est éventuellement une infection, ou dans certains cas, phénomène de thrombophlébite qui peut donner de la fièvre, mais de loin, les infections sont les choses les plus probables. Si par contre vous avez un patient qui a une fièvre depuis 5 ou 6 mois, qu'il a eu des tas d'hémocultures et qu'on n'a rien trouvé du tout, que par ailleurs son état général se dégrade, peut-être un processus tumoral peut-il être en cause, éventuellement un phénomène médicamenteux. Ce que j'entends ici par médicamenteux, ce n'est pas un effet central d'un médicament, parce que là ce serait plutôt de l'hyperthermie, mais par un effet de type immunoallergique, donc malgré tout inflammatoire. Si vous avez un patient qui a de la fièvre depuis 2 ans, par exemple, qu'on n'a trouvé ni cancer, ni infection, des maladies inflammatoires telles que la pseudopolyarthrite rhizomélique ou d'autres peuvent être envisagées. Alors, comment va-t-on définir la fièvre? Tout dépend du type de thermomètre. J'ai résumé fortement ici le diaporama de Frédéric. La mesure qui va donner systématiquement chez les gens en bonne santé la valeur la plus élevée, c'est la température au niveau rectal, mais qu'on ne prélève plus beaucoup de nos jours. De même que la température orale pour des tas de raisons de transmission d'agents infectieux. Et donc, la plupart des thermomètres, qu'ils soient tympaniques ou axillaires, ou frontaux, vont donner des températures de référence qui seront en dessous de 37,2. Donc au-delà de cette valeur, on pourra évoquer une fièvre. Tout ça est à moduler en fonction de l'heure de la journée, en fonction du genre, en fonction pour une femme, si on est dans le cycle la période du cycle menstruel, etc. Mais faisons simple.
L'âge également, donc il faut bien se dire que certaines personnes, notamment les personnes âgées, feront moins volontiers de la fièvre, donc la température corporelle doit être intégrée parmi un ensemble d'éléments pour poser un diagnostic. Alors le sepsis, donc le sepsis par définition, c'est une dysfonction d'organes qui menace le pronostic vital, qui est causée par une réponse inappropriée de l'hôte à une infection. C'est un petit peu près la même chose que le CIRS, sauf que le CIRS n'est pas nécessairement lié à un phénomène infectieux, enfin n'est pas lié à un phénomène infectieux. Alors dans les précédentes définitions, on avait sepsis, sepsis sévère. Cette distinction n'existe plus dans les scores les plus récents. Un score est là pour non pas classifier le sepsis, mais au moins aider à poser le diagnostic de sepsis. C'est le QuickSOFA, qui est basé sur des mesures extrêmement simples qu'il faut faire au lit du malade. D'une part, la fréquence respiratoire, la pression artérielle systolique et l'évaluation de l'état de conscience. Donc très souvent, on est surpris de ne pas trouver dans les dossiers de mesure de la fréquence respiratoire. Eh bien, c'est quelque chose de très important, notamment pour établir le QuickSOFA. Donc, si on a une fréquence respiratoire supérieure à 22, supérieure ou égale à 22, un Glasgow inférieur à 15, une PA systolique inférieure à 100, on est à 3 points. Et si on n'est qu'à 2 points, malgré tout, la probabilité d'un sepsis débutant est grande. Le choc septique, c'est l'étape ultérieure. Donc, c'est un patient qui est en sepsis et qui, malgré un remplissage adéquat, nécessite la perfusion d'amines vasopressives, de la dopamine ou de l'adrénaline ou de la noradrénaline pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Par ailleurs, ces patients ont par définition des lactates accrus. Alors, une des choses sur lesquelles mon ami Frédéric insiste souvent, c'est le fait que la notion de septicémie ne veut rien dire, ce qui est assez logique. Donc, il faut dire soit une bactériémie, donc la présence d'une bactérie dans le sang, quelles que soient les conséquences que cette bactériémie va entraîner. Donc, on peut tout à fait avoir, dans certains cas, une bactériémie asymptomatique ou presque asymptomatique, juste avec un peu de fièvre. Ou bien un sepsis, mais le mot septicémie, quant à lui, est utilisé dans le grand public, mais n'est pas un terme médical ni scientifique. La notion d'infection nosocomiale est une notion extrêmement importante, que ce soit pour l'hygiène hospitalière, que ce soit à des fins médico-légales parfois. Donc c'est une infection qui est acquise à l'hôpital. Donc évidemment c'est une infection qui est liée aux soins médicaux, mais ça ne veut pas dire la même chose que iatrogène. Donc ça fait clairement référence au séjour dans un hôpital. Et pour qu'on puisse poser ce diagnostic, ce qui n'est pas toujours facile, il faut être certain que l'infection n'était pas en phase d'incubation au moment où le patient est entré. Il faut évidemment qu'elle n'ait pas été diagnostiquée dès les premières heures de la présence du patient à l'hôpital. La notion d'infection nosocomiale n'implique pas nécessairement un acte médical. Si par exemple un patient développe une infection à Clostridium difficile alors qu'il est à l'hôpital, c'est du nosocomial qui n'est pas nécessairement lié à un acte invasif. Alors le plus souvent, c'est quelque chose qui va survenir 2 à 3 jours après l'arrivée à l'hôpital, mais ça peut venir parfois beaucoup plus tard. Alors il faut évidemment distinguer la survenue de l'infection elle-même avec la révélation de ses symptômes. Et ça pose parfois de gros problèmes, notamment médico-légaux. Si vous avez un patient qui subit une prothèse de hanche, par exemple, ou de genou, il rentre chez lui et 6 mois plus tard, il développe une infection de la prothèse. Toute la question est de savoir si l'infection avait été contractée pendant l'hospitalisation, en péropératoire
ou dans le post-opératoire immédiat, ou si éventuellement c'est un phénomène hématogène qui a secondairement contaminé cette prothèse, ce qui évidemment n'est pas considéré comme du nosocomial. Donc c'est un diagnostic qui a de nombreuses implications, notamment médico-légales, et dans beaucoup de cas, il est difficile de trancher. Alors on en vient au nœud du problème, c'est-à-dire le péril qui est en train de menacer nos antibiotiques et donc le traitement des maladies infectieuses. Vous avez ici le nombre de nouvelles classes d'antibiotiques qui ont été développées au fur et à mesure des années, au fil des années. Et donc vous voyez que tout a culminé dans l'euphorie des années 70, et puis qu'il y a eu les années 2000 où on a découvert 2 nouvelles classes d'antibiotiques. Mais donc il y a clairement une chute importante. Et au sein des classes connues, vous avez ici quelques classes caractéristiques, on voit que le nombre de nouvelles molécules développées est clairement en chute libre. Donc il y a un contraste tout à fait flagrant entre l'abondance de nouveaux médicaments dans des indications diverses, y compris le traitement du cancer, des inhibiteurs de facteurs de croissance, des monoclonaux, des biologiques, tout ce que vous voulez, et le développement des antibiotiques où il n'y a pratiquement plus de nouvelles antibiotiques développées. Alors, bon, il y a peut-être des raisons, je dirais, scientifiques à cela. Peut-être qu'avec les vieilles recettes, on a plus ou moins fait le tour de ce qu'il était possible de développer, mais on peut aussi dire que il y a des facteurs économiques, de pragmatisme économique qui sont en jeu, puisque à partir du moment où, quoi qu'il arrive, des résistances finissent par se mettre en place, la durée de vie des molécules est relativement limitée, et donc le profit qui est lié à ces molécules est lui aussi limité. Et donc on peut concevoir que certaines firmes hésitent à développer un nouveau médicament avec tout le coût que ça implique pour les études de phase 2, 3, 4, etc., sachant que la période de return sur l'investissement sera relativement limitée à cause des résistances. Donc beaucoup de firmes ont délaissé le champ du développement des antibiotiques pour aller plutôt vers d'autres types de maladies. Alors néanmoins, il y a, et ça sous-tend évidemment le problème de résistance, il y a une surconsommation d'antibiotiques. Et donc vous avez ici une idée de la consommation d'antibiotiques dans le monde, et avec les différentes classes d'antibiotiques, donc notamment les pénicillines à large spectre, les céphalosporines, les macrolides et les fluoroquinolones, c'est le quatuor de tête de très très loin, avec une augmentation qui est importante. Je n'ai pas de statistiques plus récentes ici, mais en 10 ans, on avait une augmentation mondiale de 36% dans la consommation de ces antibiotiques. Alors ce qui est clair, c'est que les pays riches que vous avez ici consomment plus que les pays pauvres, beaucoup plus même, mais qu'ils sont relativement stables au fil des années. Donc il y a une certaine stabilité, voire même dans certains pays une réduction, mais que par contre la consommation d'antibiotiques dans les pays émergents ou dans les pays pauvres est-elle en augmentation assez nette. Et avec évidemment une beaucoup plus grande difficulté de la réguler. Donc je me souviens que dans le cours de microbiologie de Madame Melin, on montrait des photos de médicaments vendus sur des marchés dans des pays en développement sans aucun contrôle de prescription, etc., avec tous les problèmes que cela peut poser. Alors, comme pour d'autres maladies, j'ai déjà fait référence à ce site de l'ECDC qui est extrêmement bien fait. Et donc, il y a notamment sur le site de l'ECDC des rapports annuels de consommation d'antibiotiques dans les différents pays de l'Union européenne. Alors, pour interpréter ces
euh, ces graphiques, il est nécessaire d'avoir une petite idée des unités de mesure utilisées. Alors, il y a une unité qui est basée sur la dose d'antibiotiques prédéfinie, c'est-à-dire on sait par exemple que pour euh, l'amoxicilline, qui est une pénicilline très largement utilisée, la dose est de 1 gramme par jour. Et donc, on va comptabiliser de par le monde le nombre de doses quotidiennes, donc les DDD, Defined Daily Doses, qui ont été utilisées, par exemple, par 1000 habitants. Alors, c'est intéressant, évidemment, c'est très standardisé, ça permet de comparer un pays à l'autre. Le problème, c'est que bon, les gens ne respectent pas toujours cette dose prescrite et que on peut parfois avoir une consommation de 3 fois supérieure à ce qu'est la DDD. Donc ce n'est pas nécessairement euh, la seule mesure utile. Une autre mesure, c'est de mesurer la quantité de boîtes d'antibiotiques vendues pour 1000 habitants et par jour. Et en effet, ça va beaucoup mieux refléter les contacts médicaux, puisqu'en principe, dans la plupart des pays, pas partout, mais dans la plupart des pays, pour avoir une boîte de médicaments, il faut avoir vu le médecin qui a fait une ordonnance. Le problème ici, c'est que la taille de la boîte ne correspond pas toujours à un traitement. Il y a eu à certains moments des boîtes beaucoup plus grandes qui permettaient en principe d'administrer plusieurs traitements. Et donc, si on analyse uniquement l'évolution du nombre de boîtes vendues, on peut avoir une fausse idée de la quantité de médicaments qui réellement a été prescrite aux patients. Et de même, la taille des boîtes peut fortement varier d'un pays à l'autre et ça rend la comparaison difficile entre les pays. Par exemple, la Hollande, qui est un bel exemple. En Hollande, le pharmacien va délivrer uniquement le nombre de comprimés nécessaires au traitement, un peu comme à l'hôpital où chaque comprimé est emballé séparément. Et on ne risque pas d'avoir des fonds de boîte que le patient peut utiliser pour s'automédiquer dans des indications qui ne sont pas des indications acceptables. Alors évidemment, la grande question est de savoir est-ce que ce sont plutôt les hôpitaux ou plutôt la médecine ambulatoire, qu'elle soit générale ou spécialisée d'ailleurs, qui sont responsables de cette surprescription. Eh bien, c'est surtout la médecine ambulatoire en fait. Donc dans les hôpitaux, il y a malgré tout une certaine régulation de la quantité d'antibiotiques prescrites. Et donc la grande majorité de tous ces antibiotiques, notamment en Belgique, c'est une prescription qui est une prescription ambulatoire. 70 à 80% en médecine générale, 20 à 30% en médecine spécialisée. Alors vous avez ici la consommation d'antibiotiques dans tous les pays de l'Europe, l'Union européenne, et c'est dans la communauté. Donc ce sont des prescriptions communautaires et non pas des prescriptions hospitalières. Et comme vous pouvez le voir, la Belgique ne se classe pas très bien, puisque il y a peu de pays qui font plus mal que nous. Si on considère évidemment que prescrire beaucoup, c'est pas très bon. La Grèce est le champion d'Europe, la Roumanie, l'Espagne, la France, la Pologne, l'Irlande et puis la Belgique. Donc on est en termes de quantité de prescription pour toutes les classes dont on a parlé tout à l'heure, on est réellement en tête de peloton, bien au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Alors on pourrait dire que c'est géographique, puisque vous avez le Luxembourg et la France qui sont tout près de nous. Mais si vous regardez par exemple la Hollande, qui est aussi tout près de nous, eh bien eux, ils sont beaucoup, beaucoup moins prescripteurs que nous. Et on n'a pas comme ça l'impression que les Hollandais meurent plus que les Belges de maladies bactériennes. Pas du tout même. Alors ça, c'est une évaluation, c'est un petit peu la même chose, sauf que ici, c'est une évaluation qui est faite sur la base du nombre de boîtes, où on avait l'impression ici que la Belgique était plutôt en dessous de la moyenne européenne. Mais là aussi, on peut longuement discuter parce que la taille des boîtes a varié. C'est des considérations qui sortent de ce cours. Un argument qui suggère qu'on prescrit
trop d'antibiotiques et pas nécessairement à raison, c'est l'évolution saisonnière de la prescription d'antibiotiques. Et vous voyez, il y a vraiment un pattern saisonnier qui est extrêmement marqué, notamment en Belgique. C'est les courbes noires qui sont beaucoup plus, si vous regardez par exemple cette courbe ici, c'est la Hollande en fait, où vous avez une recrudescence saisonnière. Donc je ne suis pas en train de dire évidemment qu'il n'y a pas plus d'indications réelles d'antibiothérapie en hiver qu'en été, si il y en a pour des tas de raisons. Mais regardez à quel point elles sont amples dans certains pays comme la Belgique, alors qu'elles sont beaucoup plus amorties dans d'autres comme la Hollande. Et donc ça reflète probablement une proportion importante de mauvaises prescriptions, puisque la plupart des infections qui surviennent en hiver sont des infections virales pour lesquelles il n'y a pas a priori de nécessité de prescrire des antibiotiques, et donc probablement qu'une partie de ces prescriptions n'ont pas de raison d'être. Alors qu'est-ce qui fait la qualité d'une prescription d'antibiotiques? Évidemment, c'est l'indication. On ne prescrit pas d'antibiotiques pour une maladie non infectieuse. On ne prescrit pas d'antibiotiques a priori pour une maladie infectieuse virale. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, évidemment, ça ne suffit pas d'avoir pris la bonne décision de donner des antibiotiques ou pas. Il faut choisir la bonne molécule, le bon antibiotique. Il faut choisir le bon mode d'administration. Dans certains cas, Péros, c'est bon. Si vous traitez une méningite bactérienne par des comprimés d'amoxicilline, même si la bactérie est sensible, ce n'est pas une bonne idée. La bonne posologie, bien évidemment, qui va devoir tenir compte de toute une série de facteurs, et la bonne durée de traitement. Traiter une cystite pendant 15 jours, ce n'est pas une bonne idée. Traiter une pyélonéphrite pendant 3 jours, ce n'est pas une bonne idée. Et c'est ça qui va déterminer si la prescription d'antibiotiques est bien faite ou pas. Alors, je sais que Frédéric avait cité toute une série d'exemples de la littérature démontrant à quel point les antibiotiques étaient mal prescrits. J'en ai gardé un article de 2019, qui montre que sur un très très grand nombre de patients, basés sur des données des assurances privées aux États-Unis, donc des millions de patients, on avait pu voir que 23% des prescriptions n'étaient pas adéquates, puisqu'on avait prescrit des antibiotiques pour des tableaux cliniques qui ne le justifient pas. Bronchite aiguë, infection des voies respiratoires supérieures, symptômes respiratoires non spécifiques, que dans 36%, elles étaient peut-être inadéquates, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on peut donner les antibiotiques dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ils ne sont pas nécessaires. Il y a des critères, on y viendra, notamment les sinusites aiguës, les otites moyennes, les pharyngites aiguës, etc. Et seulement 13% étaient considérées comme adéquates. Et donc, dans beaucoup de cas, en plus de ça, il n'y avait pas de diagnostic assorti. Donc, très souvent, l'antibiotique est la prescription de l'antibiotique est une sorte de réflexe, mais qui ne repose pas nécessairement sur un diagnostic qui est allé au bout de son élaboration, je dirais. Alors face à ce constat de mauvaise prescription des antibiotiques, qui est particulièrement évident en Europe, en Belgique, pardon, à la fin des années 1990, une commission a été créée, qu'on appelle la BAPCOC, une instance fédérale, dont le but est précisément de réguler la prescription des antibiotiques. Alors, une des émanations de la BAPCOC, c'est la création dans tous les hôpitaux. Si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, il faut au moins 150 lits, mais bon, c'est le cas de la plupart des hôpitaux actuellement. C'est la création dans tous ces hôpitaux d'un groupe appelé le groupe de gestion de l'antibiothérapie, ou GGA, dont la mission va précisément être de réguler la prescription d'antibiotiques à l'hôpital de diverses façons, en proposant notamment des guides de l'antibiothérapie, en rencontrant les cliniciens, en donnant des avis, etc.
Et donc, au sein de notre hôpital, nous avons un GGA dont le président est précisément Frédéric Fripia, qui ne donne pas le cours cette année pour les raisons que je vous ai exposées. Alors voici les tâches légales du GGA, et c'est notamment d'établir ce formulaire thérapeutique qui va aider les cliniciens à bien prescrire les antibiotiques. Et donc je vous encourage, si vous allez sur la page d'accueil du CHU de Liège, vous avez dans l'onglet des documents utiles, eh bien, vous avez accès à l'antibioguide du CHU qui reprend toutes les situations cliniques, en tout cas les plus fréquentes, avec les schémas d'antibiotiques qui sont proposés. Alors il n'est pas totalement différent de ce que vous pourriez trouver dans d'autres guides, notamment comme le Sanford qui est très bien fait, que j'ai personnellement sur mon téléphone, vous pouvez télécharger ça, mais il est plus adapté à l'écologie locale. Et il est très clair que si on compare les États-Unis à l'Europe, il peut y avoir d'énormes différences en termes d'écologie, la Belgique au sud de l'Europe aussi, et même entre certains hôpitaux belges, on peut également avoir des différences entre les résistances, le type de souche qui émerge en nosocomiale, etc. Alors, on ne va pas en parler ici, mais quand même un petit mot. C'est un concept qui est très très à la mode dans le bon sens du terme, j'entends. C'est le concept de One Health, c'est-à-dire que la santé des humains, la santé des animaux, que ce soit les animaux utilisés pour la boucherie, mais aussi les animaux domestiques, la santé des végétaux, tout ça est étroitement lié. Et pour faire mieux que ce qu'il y a pour le moment, une approche intégrée est absolument nécessaire. Ça s'inscrit notamment dans le développement durable, et je sais que des initiatives se mettent en place pour que vos cours de médecine laissent une place à ces considérations de développement durable. Alors en quoi est-ce particulièrement important ici? Eh bien parce que les antibiotiques sont largement utilisés en médecine vétérinaire. Tout un temps, vous avez probablement entendu parler de ça, les antibiotiques étaient donnés indépendamment de la présence d'infections chez les animaux d'élevage, uniquement parce que, pour des tas de raisons que je suis incapable de vous exposer, les antibiotiques favorisaient la croissance rapide et donc le profit lié à l'élevage. Ce type d'utilisation n'est plus utilisé, elle est interdite en Europe. Donc on considère que les antibiotiques qui sont donnés en médecine vétérinaire le sont pour des infections réelles, donc des maladies touchant les animaux que nous, humains, nous mangeons. Alors, il y a des statistiques tout à fait éloquentes où on va corréler la quantité d'antibiotiques vendus avec les tonnes de viande générées par ces différents animaux. Et donc, vous voyez que ce sont des données tout à fait importantes. Alors, vous avez ici, on met ici en proportion la quantité d'antibiotiques vendus pour le soin des humains, mais pour le soin du bétail, on est bien au-dessus. Les animaux de compagnie, c'est ici, l'aquaculture, c'est ici, et également il y a des antibiotiques qui sont parfois utilisés également en horticulture. Alors là, vous avez les différents pays européens et vous voyez que la Belgique n'est pas dans les pires, mais c'est certainement pas dans... on est près de la moyenne européenne, peut-être un petit peu en dessous grâce à nos vétérinaires. Alors un des problèmes, c'est que parmi les antibiotiques qui sont largement utilisés en médecine vétérinaire, et donc qui sont susceptibles de favoriser l'apparition des résistances, il y a des antibiotiques qu'on considère comme des antibiotiques très précieux. Précieux, ça veut dire que ce sont des armes dont on ne peut pas se passer pour soigner les maladies infectieuses, notamment les fluoroquinolones, qui restent des antibiotiques essentiels dans beaucoup d'indications, les céphalosporines de 3e et 4e génération, j'en ai parlé notamment dans le traitement des méningites bactériennes, les macrolides, dans beaucoup d'infections notamment à germes intracellulaires.
Et donc, ce que vous avez ici, c'est parmi les antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire, la proportion de ceux qui sont des antibiotiques considérés comme critiques. Donc, en résumé, il y a une consommation trop importante des antibiotiques dans le monde, en Europe, en Belgique, en médecine humaine, en médecine vétérinaire, voire même en agriculture, horticulture. La régulation est difficile à cause des enjeux économiques euh, et à cause du manque d'harmonisation entre les différents pays, les différents continents, etc. Et de façon très importante, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, hein, comme pour beaucoup de comportements collectifs, la perception des conséquences d'une mauvaise prescription d'antibiotiques est souvent ignorée par les médecins eux-mêmes, par les patients qui sollicitent, qui parfois insistent auprès du médecin pour recevoir des antibiotiques. Entre parenthèses, je suis toujours abasourdi de voir l'immense méfiance du public vis-à-vis d'une injection de vaccin, euh, alors que personne ne rechigne à prendre des antibiotiques potentiellement neurotoxiques, etc., pendant plusieurs semaines. Hein, dites-vous bien qu'il y a des dérives, notamment des sites des médecins qui prétendent que la maladie de Lyme, dont mon collègue Philippe Léonard vous parlera, ne peuvent être guéries qu'après 1 an de traitement par antibiotiques. Et vous avez beaucoup de personnes qui prennent des cocktails d'antibiotiques comme ça pendant 1 an pour des motifs qui sont tout à fait critiquables. Donc la majorité des personnes ne perçoit pas les enjeux qui sont en cause ici. Les enjeux, c'est ceux-là, c'est l'apparition des résistances. Et je propose, pour que les vidéos ne soient pas trop lourdes, d'arrêter là et de continuer sur une deuxième partie.